Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Abel. Coucou Abel. Et bonjour à tous, c'est un plaisir. Eh oui, c'est ta première fois en plus en vidéo. Et oui, les lives c'est habituel, mais en vidéo, c'est une première. Bah oui. Aujourd'hui on se retrouve pour, vous l'avez deviné, si vous n'avez pas lu le titre de la vidéo, vous êtes perdu. Hein, on va parler de l'invasion des machines. Et on va parler de l'un des 5 decks, voilà, le deuxième qu'on analyse cette fois-ci, c'est la charge des chevaliers, un deck avec des chevaliers, c'est plutôt pas mal, c'est le but. Mais avant de passer à tout ça, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Bon, en plus de la phase de pub, je vais rajouter juste deux petites choses, parce que en ce moment, on est un peu en mode combattant, parce que vous doutez que si vous voyez pas nos tronches actuellement, c'est aussi pour aider un petit peu à l'enregistrement de ces vidéos qui vont s'enchaîner à un rythme effréné. Ah, au secours. On est toujours à la recherche de monteurs vidéo pour nous aider actuellement, puisque, alors pas uniquement sur l'invasion des machines, mais de manière générale, dans les vidéos, il y a beaucoup de boulot, et on est très productif, peut-être un petit peu trop pour notre propre bien. Bon, du coup, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord. Enfin, contactez-moi, quoi, voilà. Sinon, de l'autre côté, je le rappelle vite fait parce que je fais ma promo, actuellement on est en train de monter notre boutique de jeux et café-jeux à Reims, les 3 commandements, et vous pouvez encore soutenir le projet sur Ulule directement, et c'est dans la description de la vidéo que ça se passe, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit passage dans la description. Merci. Bon, Abel, es-tu prêt? Es-tu prêt pour les chevaliers? Mais je suis né prêt, j'attendais que ça, le retour de cette mécanique là, j'ai hâte qu'on en parle. Aïe 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 aïe. Ouais, parce que bon, ce deck charge des chevaliers, je pense qu'une chose qui est assez étonnante, c'est les couleurs déjà dans lesquelles il est, puisqu'il est en esper, blanc bleu noir du coup. Tout à fait, habituellement ces chevaliers, on a déjà eu un exemple dans le passé, hein, les chevaliers... C'est très Orzhov, et la dernière fois c'était même Mardu, donc blanc, noir, rouge. Et là on a du bleu. Et le bleu qui arrive et qui est... Ok. On a eu du blanc-bleu soldat dans Dominaria Uni. Mais t'es là, mais... C'est vrai. Voilà. Soldat. Je sais pas maintenant, c'est peut-être une norme, voilà. Tous ceux qui sont dans le militaire, ils font du bleu en plus. C'est ça, les militaires sont bleus maintenant. Ok, why not? Et du coup, alors ce deck, on va devoir préciser plusieurs choses, je pense. Donc, il y a 5 decks de l'extension, et dans chacun de ces decks, on va avoir des plans qu'on va aborder en dernier dans la vidéo, hein, voilà. Pour le Planechase, on en parlera à ce moment-là, comme ça, ceux qui ne veulent pas en entendre parler, du coup, vous pourrez passer. Voilà, tout simplement, hein, vous pourrez passer directement à la fin et à la conclusion sur le deck. On va aborder sinon dans un premier temps, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent bien les vidéos de la chaîne, c'est le petit train-train comme d'habitude. Eh bien on va commencer avec les commandants nouveaux du deck, ensuite on va parler des commandants réédités dans le deck, et là, contrairement au premier, il y a une petite dose, et ensuite on enchaînera avec les nouvelles cartes de l'extension, et enfin on parlera de quelques rééditions sympathiques, et puis après du coup les plans, pour la première fois, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On va parler du commandant principal pour commencer, Sidar Jabari de Zhalfir, une créature légendaire humain et chevalier, qui coûte 4 mana dont un blanc, un bleu et un noir, c'est une 4-3, et il a l'éminence qui est de retour, à chaque fois que vous attaquez avec au moins un chevalier, si Sidar Jabari de Zhalfir est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Sinon, il a également le vol et l'initiative, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature chevalier ciblée depuis votre cimetière. Donc oui, enfin, on ne l'attendait pas, mais le retour de la capacité d'éminence
Donc effectivement, Sidar Jabari a un effet depuis la zone de commandement. Sa première ligne de texte agit depuis la zone. On voit effectivement que par rapport au commandant de 2017, Wizard a un peu appris ses leçons, puisque on a un effet... Le quoi ? C'est bien. C'est très bien, oui. Parce que là, on a un effet qui est relativement puissant. En fait, on remarque déjà, bon, c'est juste une pioche suivie d'une défausse. Donc là, l'équilibre, on est quand même tranquille. Et c'est une capacité qui s'activera qu'une seule fois par phase de combat, finalement. Peu importe avec le nombre de chevaliers qui vont attaquer, et peu importe le nombre de adversaires qui vont être attaqués. Ouais. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on avait retrouvé récemment dans pas mal de capacités, si c'était pas le nombre de créatures, c'était au moins le nombre d'adversaires qui étaient attaqués. Surtout pour des cartes créées pour le commandeur. Mais là, du coup, ils ont fait vraiment très simple. Je pense que là, ils sont vraiment très frileux, ils veulent vraiment pas que ça puisse trop dégénérer. Donc on a vraiment quelque chose de, voilà, comme tu dis, très simple. Ouais. Et la dernière capacité, qu'en penses-tu, toi ? Bah ça, par contre, c'est très intéressant, parce que c'est un commandant éminence qui est très synergique avec lui-même, finalement. C'est-à-dire que tant qu'il est dans un zone de commandement, on va pouvoir remplir son cimetière en se défaussant. Et une fois qu'il sera sur le champ de bataille, s'il arrive à infliger des blessures, et il a le vol, donc il pourra facilement y arriver, il pourra renvoyer une créature de cimetière sur le champ de bataille. Donc là, c'est une synergie parfaite, finalement. Là, on a envie de le lancer, en fait. On n'a pas envie de le laisser moisir dans sa zone de commandement et profiter de son effet. C'est ça. Et puis, il a ce côté très tribal, quoi. C'est les chevaliers qui lui permettent de looter, donc piocher les fossés. Et puis derrière, il va remonter les chevaliers directement depuis le cimetière. Donc là, le côté tribal, il y est à 100%, quoi. Alors on est à fond, et lui-même est une bonne créature, en fait, hein, est un bon chevalier, parce qu'il coûte que 4 pour une 4-3, qui a de l'évasion. Là, ma foi... La petite initiative en plus pour se protéger si jamais il y a des bloqueurs en face, parce que bon, c'est quand même toujours sympa de faire les dégâts avant les autres. Donc ouais. Mais si on devait lui trouver un défaut, ça serait éventuellement qu'il ne peut pas attaquer au moment où il arrive sur le champ de bataille, parce qu'il n'a pas la célérité. Oh là là. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Il aurait été rouge sinon en plus. Ça aurait fait beaucoup de couleurs là pour le deck. Tiens. Ouais. Après moi ce que j'aime bien en fait au niveau de ce commandant là, c'est que étant donné que c'est à chaque fois qu'il touche, moi j'ai bien envie de lui donner la double initiative, quoi. Vraiment en mode allez hop. Mais c'est facile à faire en plus dans ces couleurs là. Je veux dire, le blanc il a largement les moyens, et les chevaliers en plus, t'en as quelques-uns qui permettent de donner la double init. Donc c'est assez intéressant, quoi. Que ce soit en effet de l'ordre ou avec des équipements, des enchantements, là on est servi dans les couleurs, hein. On peut le faire. Ouais. Mais ce qui est drôle, vraiment, c'est ce côté où il est ultra synergique, mais sans être cassé pour un tribal. Et c'est vrai que quand on a connu les tribaux éminences de 2017, comme tu disais, ça fait bizarre, mais en même temps, finalement, c'est rassurant, je trouve. Donc, j'ai envie de dire qu'effectivement, ça fait du bien. Peut-être qu'on va un peu moins râler sur cette mécanique d'éminence, et puis ça va faire plaisir de le voir sur le champ de bataille, quoi, en fait. Bah oui. Non, mais très bon commandant. Ouais, franchement, à la tête d'un tribal guerrier, là, chevalier, pardon, là c'est vraiment super. Donc ensuite, on a un seul commandant alternatif dans le deck, c'est Elenda et Azor. Donc c'est une créature légendaire, vampire, chevalier et sphinx pour 6, dont un blanc, un bleu, un noir. Ils ont, puisqu'ils sont 2 sur cette carte, le vol et la parade 2. C'est une 6-6, et à chaque fois qu'Elenda et Azor attaquent, vous pouvez payer X et Esper. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. Au début de chaque étape de fin, vous pouvez payer 4 points de vie. Si vous faites ainsi, créez un nombre de jetons de créatures 1-1 noir, vampire et chevalier, avec le lien de vie égal au nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. Alors... c'est moi qui dois commenter en plus, hein. Oui. Ah la vache, alors ouais, je suis pas très motivé par la carte. Voilà, vous le saurez, c'est un avis très personnel. Je sais qu'il y en a qui disent ouais mais c'est un peu drôle, voilà, on en a discuté avec le reste de l'équipe, hein, on n'a pas été que 2 dessus, mais c'est cher, c'est une grosse bête, ça je vais pas lui enlever. Mais en fait, là par contre le tribal chevalier on le retrouve pas vraiment. C'est plutôt un deck pioche en fait que vous allez jouer. Ce qui tombe bien d'ailleurs parce qu'on est dans 3 couleurs qui piochent quand même bien. Oui, le blanc pioche bien, arrêtez de dire le contraire. Donc ça peut bien fonctionner parce que finalement on est sur un deck pioche qui va créer des jetons. Mais pour moi le gros problème c'est que
tout coûte trop cher dans cette carte. C'est vraiment, allez hop, on doit payer X plus 3 pour piocher des cartes, et ensuite, alors en plus uniquement à l'attaque, bien évidemment. Donc si jamais il y a des bloqueurs en face, bah en plus vous touchez pas, lol. Et de l'autre côté, bah, vous devez payer 4 points de vie au début de chaque étape de fin, si vous le voulez, bien évidemment, mais pour faire des jetons, quoi. Alors après, c'est super rentable, parce que ça ne demande pas de mana en plus, mais... Waouh! Je sais pas, il y a trop de choses, on a l'impression vraiment qu'ils ont voulu mettre trop de choses sur la carte, pour en faire une grosse carte, mais du coup, bah, ça se répercute automatiquement sur le coup de mana, quoi. Je vois où est-ce que le deck peut aller, où est-ce que le commandant peut aller, mais seul à la tête de son deck, en effet, ça sera un bon deck pioche qui est potentiellement, qui peut être potentiellement assez fat, quoi. Mais voilà, ici dans le deck chevalier, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Non, là, malheureusement, je te rejoins parce que c'est deux créatures légendaires que j'appréciais beaucoup dans Ixalan. Donc j'étais très content de les revoir, mais malheureusement, comme tu le dis, tout est trop cher. Et en fait, quand bien même on ne veuille rien payer, c'est-à-dire qu'on aurait quand même notre première pioche du tour, donc on aurait pioché une carte, au début de l'étape de fin, on peut payer 4 pour faire un vampire et chevalier. Même là, c'est trop cher en fait. Ouais. Il veut faire trop de choses, donc tout est trop cher. En fait, il faut vraiment jouer au tour pour qu'il puisse être un minimum efficace. C'est ça qui est... Ouais, il faut vraiment que ton deck il ait de la pioche autrement que par sa phase d'attaque. Parce que là, faut pas le faire, quoi. Ça vaut pas le coup. C'est un peu compliqué. Mais bon, comme on l'a dit avec l'équipe, pourquoi pas un Tribal Sphinx? Oui, c'est une possibilité aussi, hein, voilà. Bah après, en dehors de ça, si vous voulez jouer un deck plutôt à la cool, ça peut être un deck vraiment à la cool. Ouais. Mais faut pas s'attendre à l'exploiter beaucoup en fait là-dessus. Mais ça tournera beaucoup autour du commandant. Bon, parlons maintenant un petit peu des commandants réédités. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de commandants en fait qui sont des chevaliers, puisque le deck est 100% chevalier, il y a 0 créatures qui ne le sont pas. Et il y a des bonnes surprises, il y a des surprises un peu plus... Ok, d'accord. Mais globalement, tout fonctionne assez bien. Je pense qu'on va parler tout de suite du gros poisson dans la mare, c'est Adeline qui est réédité ici. Alors, pour ceux qui connaissent Adeline, donc, du coup qui nous vient de Chasse de Minuit, bah, c'est vrai que c'est une très bonne carte, et aujourd'hui en fait elle est très recherchée par les joueurs parce que c'est vraiment en fait une bonne carte pour créer du board rapidement. C'est une carte qui est très agressive, et ici en fait elle est pas mal adaptée du coup au deck, puisqu'elle permet du coup de renforcer le champ de bataille assez rapidement. Donc ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne carte en règle générale en fait, donc faut juste profiter du fait qu'elle soit chevalier et la rendre et s'en servir dans le deck, hein, honnêtement. Là c'est très bien, même, quand bien même on voudrait faire un mono blanc chevalier, pourquoi pas, avec elle à la tête, c'est ok en fait, c'est un très bon commandant. Donc la deuxième créature légendaire, donc elle sera en bleu, c'est Sir Eleonora, la perspicace. Donc là, une créature qu'on voit pas si souvent qu'Adeline, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que franchement, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu quelque part en fait. Hein, cette créature légendaire chevalier bleu. J'ai déjà vu des gens la monter. J'ai déjà vu les gens la monter, faut pas rigoler. Je suis curieux d'en voir, tiens. J'ai pas dit que c'était bon. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis très content de la voir, honnêtement, parce que voilà, c'est quand même une créature emblématique de son set. Elle se protège, elle se booste, elle fait piocher. Sans être incroyable, moi, je suis très content de l'avoir dans le deck, en fait. Ouais, elle est ok. Elle est ok, disons-le. Le suivant, par contre, ça c'est aussi une réédition assez inattendue, c'est Akon, la plaie de Stromgald, pardon. Qui est un chevalier assez particulier que vous n'avez certainement jamais vu en commandant pour une raison en fait assez évidente, c'est qu'il peut pas être lancé depuis ailleurs que le cimetière. Donc il peut être joué en mode zombie, c'est plutôt intéressant là-dessus, donc ouais, voilà. Et surtout il a ce côté réanimateur très intéressant pour vos chevaliers. Donc c'est un commandant chevalier, mais qui ne pouvait pas être joué en tant que commandant. Donc ici, il est tout à fait à sa place, quoi. Ce que je pourrais pas dire de Josuves, hein, parce que bon, là, on a une 4-5 qui fait des bodies si on veut payer encore plus, donc il fait beaucoup de bodies, ça peut être très intéressant, ils auront tous la menace. Mais pour moi, ça reste un peu trop cher quand même, hein. Là, pour le coup... Dans un deck préconstruit comme celui-ci, moi J'entends. Je comprends, mais c'est vrai que c'est pas forcément la carte que je vais garder si je veux.
commencer un petit peu à l'améliorer, si je veux me tourner vers des bons chevaliers, c'est peut-être pas le numéro 1. Après, je me dis que une 4-5 menace pour 4, ça, tout seul, voilà, sans avoir à payer le coup de kick, ça peut déjà être ok, quoi. Voilà, disons que pour moi, elle a sa petite place, mais ça sera une carte à cut facilement si vous voulez améliorer après le deck. Mais ça sera le Bullet 20 in 20 out. Le suivant, oh mon dieu, c'est lui. Oh non. Pitié, Sir Conrad est là. Ouais, là, c'est aussi un chevalier, comme beaucoup de cartes de créatures de Eldraine, bien évidemment. Et malheureusement, je suis pas un grand fan de Conrad en général. Ici, je peux comprendre en effet qu'avec le côté réanimation du commandant, ça peut être intéressant, mais je trouve peut-être un petit peu trop léger. Vous allez vite comprendre pourquoi quand on aura analysé toute la liste. Mais de manière générale, pour vous faire un petit spoiler sur la suite, il n'y a pas tant de réanimation que ça en dehors du commandant. Donc du coup, ça devient vite assez compliqué de se dire que Conrad va vraiment infliger beaucoup de blessures en disant « Ouais, mes créatures, elles meurent, puis elles reviennent, puis elles meurent, puis elles reviennent ». Ça va être plutôt beaucoup plus mou que ça. Donc je suis pas forcément un grand fan de Conrad dans ce deck, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a été mis à la base. Et finalement, en améliorant en deck réanimateur, ça peut être tout à fait viable dans le deck. Ça peut être une optique du deck, effectivement. Et on entame du coup les créatures multicolores avec la première qui est Arvad le Maudit en Orzhov. Et Arvad le Maudit, et pour moi c'est surtout Arvad le Perdu parce que je crois qu'il s'est trompé de tribal. On l'a appelé parce qu'il est chevalier, mais il booste les autres créatures légendaires. Alors certes, le deck a beaucoup de créatures légendaires, cependant un +2/+2, pour moi c'est pas assez bien pour le deck, quoi. Et si à la limite il boostait tous les chevaliers, là bien sûr, tous les jours, là c'est un peu comme certaines cartes, on aura vite tendance à l'enlever si on veut y retoucher. Là, et même, surtout si on retire des légendaires. Bien sûr, et même à la tête, si on veut le remplacer, modifier quelques cartes en enlevant le bleu et le mettre à la tête du deck, alors là, ça fait plus grand chose, quoi. Non, c'est pas... c'est vraiment pas le premier truc que j'aurais mis si on m'avait parlé de faire un tribal chevalier. Non, clairement pas. Non, clairement pas. Le problème majeur, en effet, c'est que là, il y a actuellement 10 créatures légendaires dans le deck. On est quasiment au bout, hein. Mais bon, lui ne se booste pas lui-même. Et il y a beaucoup de ces créatures légendaires, enfin, je pense par exemple Conrad, lui il est pas trop dans cette dynamique-là, Hakon non plus. C'est pas des créatures qui vont avoir tendance à attaquer, donc du coup le boost est pas super intéressant. Là où il y en a fait d'autres qui en bénéficieront plutôt pas mal. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Autre chevalier suivant qui nous vient de Dominaria, celui-ci. C'est vrai que c'est beaucoup Dominaria et Eldraine quand même, hein, les rééditions des commandants. Ici c'est Ariel, la chevalière Vent des Vertus. Ma foi, qui est pas mal du tout. Je veux dire, c'est une carte qui était jouée en tribal chevalier en tant que commandant. C'était pas non plus une grosse decklist qu'on pouvait avoir derrière. Mais c'était suffisamment intéressant avec ce côté, voilà, création de jetons et en plus derrière destruction de créatures. Donc oui, ça fonctionne. C'est une bonne carte et ça a sa place ici. Ça fonctionne plutôt bien, tout est plutôt synergique chez elle, elle a la vigilance, donc elle peut s'engager tranquillement après une phase d'attaque s'il faut, pour faire une capacité supplémentaire. Rien à redire. Et on termine avec Vona, bouchère de Magan, du coup qui nous vient d'Ixalan. Vona, j'ai l'impression que j'ai pas le bon rôle moi, pendant cette review, mais Vona c'est un peu cher aussi en fait. Les stats sont ok, mais 7 points de vie pour un permanent non-terrain et qu'on peut pas faire, surtout en éphémère. Ouais, bon. C'est le gros point noir, ça veut dire également que tu peux pas la garder en défense jusqu'à avant ton tour. Non, et c'est très dommage en fait. Ouais. C'est très dommage, elle a la vigilance, on pourrait avoir envie de faire ça, et non. On a la petite ligne qui dit non en fait, c'est intéressant. C'est dommage. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que tu as l'impression que la carte a été conçue pour dire j'attaque, et ensuite je vais du coup je compense les points de vie que je vais perdre en disant voilà, j'ai mon lien de vie, tout va bien quoi. Mais c'est un peu dommage, c'est pas un mauvais chevalier, mais c'est juste pas une excellente carte. Voilà. Non, elle perd clairement la comparaison avec Ariel juste avant en fait. Oui,
Ça se ressemble beaucoup, juste Ariel le fait beaucoup mieux, quoi. Mais Vona le fait toute seule. Grande différence. Vona le fait toute seule. C'est ça aussi. En rituel. Bon, on va maintenant vous parler des nouvelles cartes du deck. Donc, en dehors des 2 commandants nouvellement édités, il y a également 8 cartes à côté de ça. Et il y a un peu à boire et à manger. On va vous en parler un peu plus en détail. Et on commence direct avec l'Alliance Chevaleresque. Quelle surprise. Un enchantement qui coûte 2, dont 1 blanc. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures, piochez une carte. Et pour 2, et en défaussant une carte, eh bien vous créez un jeton de créature 2/2 blanche et bleue chevalier avec la vigilance. En fait, c'est une sorte d'intelligence militaire blanche. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même effet. Ça a juste l'avantage d'en plus avoir un petit mana sync qui vous demande de défausser une carte, mais c'est ok en fait dans la stratégie du deck. Vous aurez un petit chevalier en plus. Pour moi, ça c'est une excellente carte par contre. Là, je n'ai rien à redire. Même en dehors du deck, pour moi c'est très bon. Ouais. En fait, c'est l'avantage, on peut se focaliser juste sur la première capacité qui est très bien pour les decks aggro en général. Je veux dire, un petit deck mono blanc agressif, typiquement c'est le genre de carte qui fonctionne très bien avec, quoi. Derrière, les decks jetons aussi, ça peut bien fonctionner avec. Voilà, c'est peut-être pas aussi fort que d'autres cartes qui sont jouées avec jetons, mais en termes de pioche, ça reste consistant, quoi. Non, t'es content, puis bon, c'est pas... Voilà, c'est... En fait, ça a le désavantage en quelque sorte qu'il faille attaquer avec 2 créatures, donc il faut vraiment... En early, tu auras peut-être un peu de mal, mais par contre, c'est à l'attaque. T'as même pas besoin de connecter, t'attaques, t'as ta petite draw. Là, pour moi, c'est imparable, quoi, c'est super. Ouais. Ça coûte que 2. J'aime bien aussi le côté où tu dois défausser une carte pour faire un chevalier. Du coup, c'est synergique avec le commandant. Exactement. Aussi. Donc, c'est vrai que ça fonctionne bien tout ça. Voilà, c'est un commandant qui donne envie. Enfin, un commandant, une carte qui donne envie dans le deck. La deuxième carte, c'est le manteau du conjurateur. C'est un artefact équipement qui coûte 2, dont 1 blanc. La créature équipée gagne +1/+1 et la vigilance. A chaque fois que la créature équipée attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pourrez révéler une carte qui partage un type de créature avec 7 créatures parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de vos bibliothèques dans un ordre aléatoire. Et ça, l'équipement pour 1 mana. C'est tellement fort, je trouve. C'est un excellent équipement pour le tribal. Ah, ça c'est super. Là, parce qu'on n'a peut-être pas été assez clair là-dessus, mais toutes les créatures sont chevaliers dans le deck. Voilà, donc en fait là il y a pas mal de choses et il y a des bons chiffres, il y a des bons éléments et là tu regardes, l'équipement lui-même est pas cher, le coût d'équipement il est ridicule, 1 mana c'est que dalle, et derrière t'es là, alors il gagne +1/+1, sympa, mais la vigilance en plus, c'est cool. Et après ça se rajoute, il y a que du bon, c'est 6 cartes qui sont regardées, donc tu te dis ok c'est super, 6 cartes c'est une bonne statistique en commandeur. Généralement 6-7 cartes quand tu commences à regarder pour chercher une carte en particulier, c'est plutôt cool en fait dans un deck. Et en commandeur ça fonctionne très bien comme ça, quoi. C'est une bonne statistique. Et derrière t'es là, ok, super, on a le côté tribal qui ressort et tout ça synergise super bien. Bon, ça la met pas en jeu non plus, mais on va peut-être pas exagérer. Non, mais c'est une carte qui ira bien dans tous les decks tribaux, en fait, tant qu'ils sont un peu aggro. Moi, ça me rappelle beaucoup la lame d'héritage. Oui. Mais la lame d'héritage, il fallait que ta créature meure. Donc, en quelque sorte, elle se remplaçait. Ouais, là, à chaque fois que tu attaques, tu vas avoir une autre créature que tu pourrais jouer. Donc, ouais, juste oui. Ouais. Puis l'avantage, c'est que là, le manteau du conjurateur, contrairement à la lame d'héritage qui, elle, fonctionnait... c'était la créature suivante qui arrivait dessus ta bibliothèque. Là, le manteau, si t'as plusieurs créatures, tu peux regarder laquelle tu vas prendre, tu sélectionnes, quoi. Et en plus, donc, voilà, c'est à l'attaque et ça te donne la vigilance. Ouais. Aucune excuse pour s'en servir, en fait, quoi, pour ne pas s'en servir. La carte suivante aussi, elle est assez convaincante, elle piétine beaucoup. C'est le héros des sabots piaffants. Regardez-moi ces jolis sabots. Qui coûte 4, dont un bleu, c'est un humain et chevalier. Surprise. C'est une 3/3 qui a l'équitation. Cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures avec l'équitation. Et les autres chevaliers que vous contrôlez ont l'équitation. Et là, vous m'avez déjà entendu exprimer mon amour pour l'éminence. Alors l'équitation, le retour de l'équitation, c'est incroyable. Donc en fait, en quelque sorte, ça va donner l'imbloquable en fait à tous vos chevaliers. Parce que c'est très rare de voir de l'équitation aux tables.
Elle l'a elle-même, donc voilà, c'est nickel. En fait, là, vous vous assurez que si vous avez un bon board, il va connecter. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça coûte pas très cher. J'adore le nom. Là, c'est juste un des meilleurs chevaliers en fait du deck, là, clairement. Et il est bleu. Ce qui me fait marrer, c'est que par essence, un chevalier, il a un cheval, quoi. Mais là, d'un seul coup, il donne l'équitation aux autres chevaliers. Tu te dis, mais attends, wait. D'un point de vue lore, ça colle pas. Oui, écoute, mais ils sont déjà à cheval. C'est comme ça dans Magic. C'est ça, c'est très bizarre. La carte suivante, c'est la Voix de l'énigme. C'est un rituel pour 5, dont un mana bleu. Un joueur ciblé pioche 4 cartes, et là la volonté des Planeswalkers. En commençant par vous, chaque joueur vote pour transplanement ou chaos. Si transplanement gagne plus de votes, transplanez-vous. Si chaos gagne plus de votes ou que les votes sont à égalité, le chaos s'ensuit. Ok, je pense qu'on va devoir donner un petit peu de contexte là dans la volonté des Planeswalkers. Ouais, pour là, ceux qui ne savent pas, voilà, il y a du Planechase en fait. Donc du coup, ça, la volonté des Planeswalkers, c'est un cycle de cartes. On a déjà parlé dans la précédente vidéo du coup de la carte correspondante dans ce deck là. Ici, c'est la carte bleue du coup de ce cycle. Et du coup, ça joue avec le Planechase pour la volonté des Planeswalkers. Par contre, même si vous ne jouez pas avec le Planechase, vous pouvez toujours jouer la carte. Et honnêtement, c'est pas terrible. Voilà, c'est que... non. Honnêtement, je pense que tu as plus envie de la jouer si tu joues avec le Planechase, quoi. Parce que là... Ouais. Parce qu'en fait, faire piocher 4 cartes, t'es là... pour 5 mana, oui, techniquement, c'est rentable. 5 mana pour piocher 4 cartes, c'est rentable. Mais c'est juste... t'es là, ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire juste ça ? Non. Alors après, la volonté des Planeswalkers, pour parler un petit peu analyse à ce niveau-là, le problème là-dessus, c'est que c'est beaucoup de politique, quoi. C'est, est-ce qu'on a envie de transplaner sur un autre plan que vous contrôlez ? Pas forcément, d'un point de vue que vous possédez. D'un point de vue stratégique, c'est pas forcément ce que les adversaires vont vouloir. Mais en même temps, les chaos sont parfois... le chaos est parfois un petit peu chaotique. Ça fout le bordel, quoi. Donc du coup, il n'y a pas forcément une envie de déclencher le chaos du plan en question. Donc il y a un petit côté politique qui dépend du Planechase, qui peut toujours être intéressant comme tout le cycle de toute façon, mais c'est juste, ça va dépendre beaucoup de où est-ce que vous en êtes au niveau des plans dans la partie. Voilà. Donc je sais pas. Il faut vraiment le lancer à un moment où les adversaires ils sont entre Caribe et Scylla en fait, quoi. C'est au moment où ils n'ont pas de bon choix à faire. C'est ça. C'est complètement ça. On va passer aux nouvelles cartes noires, la cavalerie exsanguinatrice notamment, une créature vampire et chevalier qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 2-3 avec la menace et le lien de vie, et à chaque fois qu'un chevalier que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et créez un jeton sang. Le jeton sang, on rappelle, pour 1, et en l'engageant et en vous défaussant d'une carte, et en vous sacrifiant le jeton sang, piochez une carte. Alors celle-là, je la trouve intéressante en fait. Parce que tout est ok. C'est-à-dire que 2-3 pour 3, menace vient de vie, bon body. Ok, cool. Mettre des marqueurs +1/+1 à chaque fois qu'une créature connecte, ouais, on veut. Et créer un jeton sang, comme ça paraît rien, mais en fait, voilà, ça fait défausser, piocher, donc c'est avec la thématique du commandant. Ouais. Pour moi, ça s'inscrit pile poil dans le deck en fait, ça fait tout ce que le deck a un peu envie de faire, sans être incroyable, c'est une bonne carte. Ça sent vraiment la carte qui va très bien avec le commandant, parce que Sidar Jabari, en mode, lui il fait l'inverse en fait, il fait je pioche puis je défausse, et le jeton sang va fonctionner avec. Puis mine de rien, le boost, étant donné que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est son coup de mana, parce que, étant donné que la cavalerie ne coûte que 3, ça veut dire que tes chevaliers que tu as pu poser au tour 2, par exemple, eux peuvent déjà commencer à se booster. Donc également, ce sont des créatures en fait finalement qui ne vont pas perdre en puissance, parce que du coup elles vont augmenter au fur et à mesure qu'elles vont infliger des blessures de combat. Et t'es là, en fait, même tes chevaliers que tu auras lancés pour 2 mana, en fait ils seront quand même pertinents plus tard. Bon après évidemment faut tomber dans le bon ordre, tout ça, mais bon. Oui, mais ce que tu veux finalement c'est garder une pression en fait. Ton commandant te dit que de base, il faut que tu attaques avec tes chevaliers. Donc effectivement tu vas avoir envie de les poser très tôt. Ouais. Mais là, justement, de pouvoir maintenir une pression, ouais. C'est intéressant, oui. Parce que le moment où tu commences à perdre de l'avance, c'est le moment où tu arrêtes d'attaquer avec ce deck. C'est ça. Le moment où tu peux plus avancer, quoi. Mais ouais. Non, mais super.
Toujours dans le noir, on a la lancière de Locthwain. C'est une créature humain et chevalier pour 5 dans un noir. Elle a la menace, et à chaque fois qu'un chevalier non-jeton que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous piochez une carte. Ça me rappelle bizarrement une autre carte qui est également dans le deck, donc on en parlera après. Mais ça c'est intéressant en fait. Mine de rien, des bonnes stats déjà sur la créature de base, encore une fois. Toujours cette menace qui revient en boucle et qui est plutôt intéressante avec les chevaliers. Et alors là, il y a le côté très tribal quand même, on le sent tout de suite. On peut pas vraiment le jouer ailleurs. Et moi j'aime bien en fait. Vu qu'on est dans un côté où de toute façon notre commandant, l'objectif c'est de ranimer des créatures, des chevaliers en plus, en fait on les perd. Les adversaires perdent des points de vie, vous piochez une carte, et en plus d'ailleurs vous allez pouvoir les ranimer avec le commandant. Ça va, voilà. C'est ça, puis ça donne encore une fois le choix à un adversaire, c'est-à-dire que s'il est en capacité de bloquer, il va quand même se poser la question, ok, je peux bloquer, pas prendre les dégâts, je vais quand même perdre un point de vie. C'est ça. Et lui il va piocher une carte. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Il y a juste une chose que je vais commenter avec le commandant Sider Jabari, c'est le problème, c'est que Sider Jabari a l'initiative. Oui. Du coup, ça veut dire qu'il va toucher probablement avant que vos créatures ne meurent, à moins qu'elles meurent durant les dégâts d'initiative également. Du coup, ça veut dire qu'une créature qui est morte durant la phase de combat pourra pas être animée par le commandant avant le prochain tour, à moins qu'on donne la double initiative au commandant. Voilà. Ça c'est clair, mais ça reste un petit détail, parce que de toute façon avec vraiment un l'éminence, petit détail. Normalement t'as déjà commencé à remplir un peu ton cimetière. Oui, voilà, c'est pas trop un problème. Si tout va bien. Mais il y a des moments où effectivement tu vas être déçu. Ça peut être drôle, c'est des moments où mince, ça va pas dans le bon ordre. Bon. Oups. On va entamer la seule carte multicolore, nouvelle carte multicolore du deck. Et c'est une grosse surprise, c'est la Chevalière des Vagues Vodalian, qui est un ondin et chevalier 3-3 pour 4, dont un blanc et un bleu. Et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre ondin et ou chevalier que vous contrôlez. Bon c'est incroyable. Là, c'est très fat, on va dire ça comme ça. Là c'est incroyable en fait, parce que de piocher on va le faire dans le deck en fait, on a besoin de... Enfin la condition elle est très simple, c'est-à-dire que déjà à chaque début de tour, tous nos chevaliers vont prendre un marqueur, avec la pioche du tour. Puis on va pouvoir gonfler très facilement en fait, dès qu'on va attaquer pendant le tour ça fera 2 marqueurs, et en fait notre board il va devenir très vite très menaçant en fait. Ça sent la carte en état. Ah bah oui, là tous les jours, et alors bon, chaque autre ondin chevalier cependant, donc... Oups. Ça pourrait intéresser des fans de créatures aquatiques également, mais en tout cas nous dans notre deck c'est juste une excellente carte en fait. On rappelle également du coup pour ceux qui vont dire ouais mais ondin c'est mono bleu ou bleu vert. On rappelle que les decks ondins originaux étaient blanc bleu. Voilà. Et qu'il y en a toujours autant dans ces couleurs là. Et pour finir on a l'élixir de Sani. C'est un artefact pour 4. Si vous deviez lancer au moins un dé planaire, à la place, lancez Solombe de dé planaire, +1 et ignorez un de ces dés. Elle peut aussi s'engager pour donner 2 mana incolores. Voilà, alors c'est l'artefact récurrent dans tous les decks du set. Donc voilà, on l'aborde encore une fois, mais je pense que c'était bien de le rappeler pour ceux qui ne regardent pas tous les decks systématiquement. Donc voilà, juste pour résumer très rapidement l'avis sur cette carte-là. C'est un caillou qui est plutôt ok. Je veux dire, pour 4 mana, faire 2 incolores, c'est quelque chose qu'on a déjà dans d'autres cartes. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais il n'y a rien de mauvais, non plus. Par contre, si vous jouez en effet en mode Planechase, il a un intérêt tout particulier, puisque c'est un simili pouce de Krark, de la même façon, voilà, en ignorant du coup un des résultats de vos dés pour tirer celui qui vous convient. Voilà, donc très intéressant en Planechase, et juste bien pour le format en général. Passons maintenant aux rééditions du deck. Alors là, on vous a fait une belle petite sélection, parce qu'il est fort motivant ce deck, avec tout simplement dans un premier temps le tribal chevalier. On a du coup sélectionné 3 premières cartes plutôt pas mal, l'archétype de chevalier, la chevalière valeureuse et la charge des chevaliers, qui sont 3 cartes très bien, hein. Je veux dire du boost et du tribal comme on aime bien. Oui, là c'est nickel, hein. On a de la protection, de la double initiative qui marche bien avec nos commandants, de la perte de points de vie à l'attaque qui nous permet de passer, même si on est bloqué, faire perdre des points de vie, de la récursion de cimetière, c'est parfait. Magnifique. En fait, voilà. Ouais.
De masse en plus. Très très bonne réédition. Ouais, c'est vraiment très bien. Et ensuite, du coup, on a 2 autres cartes qui sont plus tribales de manière générique, j'ai envie de dire, et qui sont toujours de bonnes rééditions, d'autant plus qu'il y en a une qui a jamais été rééditée, donc on le précise tout de suite. Il y a le corps du héros et la bannière du vainqueur, et qui sont juste... Bah oui, c'est parfait en fait, c'est ce qu'on veut dans un tribal, c'est multifonction. Ça, effectivement, dans tous les decks tribaux, on les voit, on les connaît en général. Et oui, c'est toujours du soutien, voilà, avoir des plus grosses créatures pour moins cher. Rien que ça, déjà, oui. Tout simplement, en fait. Ça fait plaisir, en effet. Va bien falloir qu'on vous montre quelques chevaliers réédités aussi dans tout ce bordel. Et ici, on en a 3 qui sont sympathiques, qui sont pas dans une notion très tribale, mais en fait qui sont juste efficaces pour ce qu'ils proposent. Le chevalier cadavérique, le faucheur de minuit et la cavalière meurtrière. Donc voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Hein. Oui, c'est un peu de tout, mais que du bon. Donc voilà, c'est de très bons choix de créatures. En plus, on a ce côté où il y a de la récursion qui est valable dans le deck, donc du coup, ça fonctionne très bien avec les 3 cartes en question. Oui, c'est voilà. Toujours pareil, voilà, récursion, pioche, perte de points de vie pour le côté aggro du deck. Et encore 2 derniers petits chevaliers qui sont pas si petits, et eux qui ont tendance à remplir un peu le board, c'est l'héroïne de Fort-Coutel et la chevalière valeureuse. Eh ben, pas mal du tout. Pas mal, et on est très content de revoir l'héroïne de Fort-Coutel rééditée en fait, hein, parce que là, ça faisait un petit moment, et elle commençait à être un petit peu dur d'accès. Donc oui, là, c'est très bien en fait, hein, on va juste peupler. Bon, certes, les jetons qui sont créés sont pas chevaliers, mais bon, ça reste de la value, ça reste de très bonnes cartes. Et je dirais même qu'on est content de revoir la chevalière valeureuse une 2e fois dans ce deck, puisqu'il y a 2 cartes qui ont le même nom en français, et que les 2 sont dans le deck, ça m'a fait beaucoup rire, hein, voilà. Je savais déjà que ça existait, mais voilà. À ne pas confondre la chevalière valeureuse avec la chevalière valeureuse. Voilà. Voilà, mais vous allez garder les 2, hein, donc il faudra s'habituer. Hein. Voilà. C'est vrai que la seconde chevalière valeureuse, la petite chevalière valeureuse, même si elle ne crée pas des chevaliers, en fait, elle a cet avantage-là de créer un board, en fait. Ce qui fait que, du coup, vous pouvez attaquer avec vos chevaliers et simplement bloquer avec les jetons qu'elle crée. Exactement. Bon, voilà, c'est super pertinent, quoi. Ça marche très bien. Et 2 dernières cartes qu'on voulait aborder avant d'attaquer les plans, eh bien, ce sont 2 cartes de support qui sont, ma foi, pas mal du tout. C'est protéger et détruire. Donc, formation inébranlable d'un côté et promesse de fidélité de l'autre. Bah, ma foi, c'est pas mal du tout, quoi. Oui, c'est pas mal du tout en fait. Hein. En plus, la formation inébranlable, en plus, on a le choix. Enfin, on peut avoir un petit avantage de booster notre board et en plus d'avoir une petite phase d'attaque, mais garder des bloqueurs. Et effectivement, pour des promesses de fidélité, il faut toujours avoir une vrasse, hein, même si on joue aggro. Heureusement, il faut toujours avoir un petit bouton sur lequel appuyer. Elle a l'avantage justement de pouvoir nous faire conserver une créature. Les adversaires également, mais ils ne pourront pas nous attaquer avec. Alors bon. Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut en fait simplement conserver notre commandant pour dire derrière on va ranimer les autres créatures qui ont été sacrifiées avec la promesse. Ce qui fonctionne plutôt pas mal. Après, j'aurais juste une remarque, c'est que le deck, de manière générale, contient quand même pas mal de Vras. Il me semble qu'il y en a 3 au total. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, ça fait un peu beaucoup de boutons rouges pour un deck très aggro et qui malheureusement manque peut-être un petit peu de récursion de masse. Disons qu'effectivement, il faudra bien timer les moments où vous allez Vras. Pour soit pouvoir conserver votre board en le rendant indestructible, soit avoir la possibilité de ranimer rapidement. Ça va être compliqué, parce que le deck le fait pas très bien. Voilà, donc il faudra être vigilant là-dessus. Hein. Voilà, on en reparlera durant le bilan, mais on a 2-3 choses à dire en effet sur la dynamique générale du deck. On va parler maintenant du truc qui m'intéresse beaucoup personnellement, ce sont les plans. Et oui, alors là ça va être le moment où Thibaut vous raconte des trucs pour expliquer comment fonctionne le Plan Chase, et du coup j'aurais presque dû enregistrer cette explication pour la diffuser dans littéralement tous les épisodes. Mais bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer. En gros, il y a un mode de jeu supplémentaire, moi je préfère appeler ça une règle plutôt qu'un mode de jeu, c'est pas un format en fait. C'est vraiment une règle supplémentaire, en fait le jeu avec les plans, ce qu'on appelle le Plan Chase. Alors, il y a 2 façons d'y jouer. Il y a la façon traditionnelle, qui est celle que Wizard dit qu'il faut utiliser absolument, et qui est mise en avant dans ses decks. C'est-à-dire vous venez avec un deck de 10 plans minimum. Ces plans, ce sont des grandes cartes en fait, que vous allez obtenir soit dans les premiers Plan Chase, soit ici dans chacun de ces decks, il y en a 10 qui ont été sélectionnés exprès pour ces decks-là. Et en fait, vous allez avoir à chacun votre deck de plans. Et
au début de la partie, du coup, le premier joueur va retourner le plan du dessus de son deck, sans savoir ce que c'est évidemment. Et du coup, on va afficher ce plan, et en fait, c'est le plan dans lequel tous les joueurs se trouvent actuellement. Ces plans, ils ont une influence sur la façon dont le jeu va être joué, et également, le fait de jouer en pleine chaise vous rajoute une règle, c'est-à-dire l'utilisation du dé planaire. Vous allez pouvoir, en fait, à chacun de vos tours, en rituel, lancer le dé planaire gratuitement. Donc, le dé planaire, il y a une phase sur laquelle il va vous permettre de changer de plan, et une phase sur laquelle il va déclencher le chaos planaire. Donc, je sais que les explications sont longues, mais je vous assure, c'est super sympa comme mode de jeu. Mais du coup, si jamais on change de plan, c'est le joueur dont c'est le tour et du coup qui a lancé le dé qui va retourner la carte suivante de son deck de plan pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et si c'est le chaos planaire, du coup, c'est indiqué, c'est le symbole un petit peu bizarre sur la carte que vous êtes en train de voir actuellement, qui est juste en bas. Et du coup, il y a une capacité déclenchée du coup qui va se résoudre, tout simplement. À savoir, c'est que le dé planaire coûte de plus en plus cher à lancer. Vous pouvez le lancer une fois par tour gratuitement, puis ensuite dans le même tour, ça va vous coûter 1 mana, puis 2 mana, puis 3 mana. C'est exponentiel, ça augmente de 1 à chaque fois, vous avez compris un petit peu l'idée. Le but, c'est vraiment d'avoir des règles supplémentaires, et en fait, le fonctionnement avec les decks personnels, ça fait que vous pouvez avoir des plans qui sont très synergiques, en fait, pour bien fonctionner avec votre deck. Là où il y a la deuxième façon de jouer, qui est la façon que j'aime beaucoup, c'est celle d'avoir un énorme deck commun à tout le monde avec tous les plans dedans. Et du coup, c'est le bordel. On sait pas ce qui va se passer, et en fait, surtout, ça évite d'avoir un aspect trop stratégique au Planechase. Donc, soit vous avez la méthode stratégique classique traditionnelle, donc du coup, 10 plans ou plus dans votre deck, et du coup, sélectionné par vos soins, bien évidemment. Ou soit vous avez la méthode de fourre-tout, lolilol, on s'éclate. Je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais du coup, où là, il y a un deck central, et du coup, on retourne systématiquement le plan chaque fois qu'on transplane. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près bien résumé tout le bordel. En dehors de ça, les règles ne changent pas, c'est juste le seul élément. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa d'ailleurs. Mais ça sera dans une autre vidéo, on en parlera. Maintenant que j'ai beaucoup monologué, je vais encore monologuer un petit peu sur ce premier plan, puisqu'il y a 10 plans au total dans chacun des decks, 5 qui sont tout nouveaux, tout beaux, et 5 qui ont été réédités. Donc voilà, on a du choix. Et le premier, c'est Kaldaya, qui vient du plan de Capenna. Les sorts de créatures que vous lancez depuis votre main ont Blitz 3. Si vous lancez un sort pour son coup de Blitz, il a la célérité, et quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Et le chaos planaire, eh bien, il vous permet de renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Voilà, vous avez compris la logique, hein. Quand on est sur le plan, on blitz, donc on met au cimetière. Si on tombe sur le chaos, on ramène ce qui est tombé dans le cimetière. Là, c'est un plan donc, que les decks avec des grosses créatures vont aimer. Comme ça, ils pourront la payer pas cher, éventuellement les ramener. Si c'est des créatures à ETB ou à effet à l'attaque ou au contact, voilà, ils vont tirer un sacré avantage. Si vous n'êtes pas un deck très créatureux, fuyez. Voilà. Si vous faites votre propre deck de plans, voilà, c'est comme ça qu'on va aborder un petit peu le bazar, hein. Mais du coup, c'est vraiment adapté plutôt dans le type très créature, quoi, et grosse créature. Ou bien les réanimateurs comme celui-ci, en fait, parce qu'ici, on a une certaine logique aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est dans le deck, en fait, je pense. Hein. Ouais, il y a le chaos planaire qui est super intéressant. Après, il faut rappeler aussi que le plan influe sur la façon de jouer de tous les joueurs. C'est-à-dire que toutes les créatures de tous les joueurs ont le Blitz 3. Donc, ouais. Ça va être assez particulier aussi, et il faut se dire que les adversaires pourront peut-être en tirer un avantage aussi. Voilà. Donc, le deuxième plan inédit, c'est celui de Inis Aen. Quand vous vous transplanez vers Inis Aen, et au début de votre entretien, meulez 3 cartes. Quand vous vous transplanez depuis Inis Aen, chaque joueur renvoie sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain de son cimetière. Et si vous tombez sur le chaos planaire, renvoyez dans votre main une carte non-terrain ciblée depuis votre cimetière. Ok, c'est bon, la petite automeule sur transplaner et le début d'entretien, ça peut être très très long. Oui, parce que bon, il y a quand même qu'une seule chance sur 6 de transplaner, hein, sur le déplanaire. Donc vous pouvez galérer pendant un petit moment. Et honnêtement, je pense que dans ce deck-ci, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais ça fonctionne plutôt pas mal
avec le côté où on peut encore une fois récupérer des cartes depuis le cimetière avec le chaos planaire. On dirait un copycat du précédent en fait, mais c'est assez intéressant en fait. Après derrière le côté de récupérer toutes les cartes de terrain de son cimetière, waouh, c'est fort quoi. Bah disons ça que tant que t'es sur ce plan, t'as des fausses, ça va être tes terrains quoi, histoire d'avoir un petit avantage quand tu vas en partir. C'est ça. Par contre, dans les decks qui jouent beaucoup autour de l'automeul et du sacrifice de terrain, éventuellement, les fetch, tout ça, il y a des decks qui vont s'éclater avec ça. Ouais, ou le landfall, hein. Ouais. Le nouveau plan suivant, c'est Littjara sur le plan de Kaldheim. Eh bien, quand vous transplanez vers Littjara et au début de votre entretien, créez un jeton de créature 2/2 change-forme avec le changelin. Il a tous les types de créatures. Et le chaos planaire, en fait, vous permet de choisir un type de créature et de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature de ce type que vous contrôlez. Voilà. Donc un plan pour les tribaux, j'imagine. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que pour ce deck, tu crées une 2/2 bleu chevalier, donc. C'est ça. Ouais, non, c'est très bien, là, pour ce deck-là, en tout cas, on en profite un max, en fait. Un chevalier par tour, si on fait le chaos, tout grossit chez nous, ouais. Ça peut être fort. C'est d'ailleurs dommage finalement que le commandant ne se base pas sur le nombre de chevaliers que tu contrôles. Eh oui, il fallait bien le limiter, hein, malheureusement. Ça aurait été très fort ensemble. Ça aurait été trop fort, sûrement. Le plan suivant, c'est Paliano. Quand au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, s'il n'y a pas de monarque, vous devenez le monarque. Et si vous tombez sur le chaos planaire, créez un jeton de créature 1/1 noir assassin avec le contact mortel et la célérité. Alors, Paliano sur le plan de Fiora, ça devrait vous rappeler des choses si jamais vous avez connu Conspiracy 1 et 2. Eh ben oui, voilà, c'est le plan où se déroule Conspiracy, puisque là on a le monarque qui est de retour, et en plus les fameux jetons assassins de Marchesa, littéralement. Hein. Et oui, la reine. Et là, ok d'accord, bon bah voilà, on a compris un peu où est-ce qu'on était. Et c'est fort. C'est un plan très drôle. Ouais, c'est fort, mais c'est un plan très drôle. Justement, ça rajoute le monarque alors que tu joues déjà Penchase. Là, c'est festival en fait. Hein. C'est super intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup le design du plan ici. C'est pas forcément c'est pas spécifiquement adapté au deck chevalier ici, mais ça fonctionne bien dans tous les decks où il y a un petit peu d'aggro et ça donne de la dynamique et de la politique, quoi. Oui, puis ça a le bon goût de pas donner le monarque aux joueurs qui transplanent en fait. Il faut que un joueur touche. Et ça, c'est intéressant justement d'avoir le monarque en suspens, quoi, justement, jusqu'à ce que quelqu'un touche. Et le dernier nouveau plan, c'est Unyaro sur le plan de Zhalfir. Au début de votre étape de fin, si vous êtes transplané vers Unyaro ce tour-ci, dégagez toutes les créatures, elles passent hors phase jusqu'à ce qu'un joueur se transplane. Donc vous traitez toutes les créatures et également tout ce qui leur est attaché comme si ça n'existait pas. Et le chaos planaire, eh bien, vous permet de créer 2 jetons de créatures 2/2 blanches et bleues chevaliers avec la vigilance. Et là c'est particulier tout de même, hein. Ouais, je pense que c'est plus le chaos planaire qui mérite sa place dans le deck là, mais... Ah bah là c'est clair. Et en fait le hors-phase, en fait si vous êtes en train de vous construire ou un peu en retard, ça vous permet de garder votre board de côté, de peupler un petit peu en attendant. Par contre si vous êtes devant, et ça vous plombe en fait quoi. Vous pouvez plus attaquer avec toutes les créatures que vous avez lancées précédemment quoi. Et c'est un peu le côté aussi imprévisible du transplanage, c'est qu'on sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Vous ne choisissez pas le prochain plan en fait. Donc du coup, si vous tombez dessus au mauvais moment, oups, vous n'avez plus qu'à attaquer avant l'étape de fin pour dire ok, bon j'ai un tour pour essayer de bourrer le plus vite possible quoi. Après j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a dit, si vous êtes là-dessus, c'est peut-être le moment de Vrass du coup. Oui. Vous serez pas impacté. Complètement. Bon, on va maintenant parler des plans réédités et également d'un truc qui n'est pas un plan. Là, il va falloir expliquer aussi ça. Ah, bordel. On va parler des phénomènes qui sont en fait un peu comme des éphémères ou des rituels. En fait, quand on tombe dessus dans le deck de plans, eh bien, on résout leur capacité. Ensuite, on se transplane sur un autre plan. Et ici, le phénomène qui a été réédité, c'est la révélation mutuelle, qui dit que quand vous la rencontrez, eh bien, chaque joueur pioche 4 cartes. Bon, c'est ok quoi. C'est ok, on aurait préféré piocher un peu plus que les adversaires à la limite, mais bon,
C'est tout l'intérêt des phénomènes en fait, hein. C'est que voilà, ça surgit d'un coup, c'est un peu sympa que tout le monde tire le même avantage. De toute façon après on va arriver sur un autre plan derrière. C'est rigolo quoi. C'est rigolo et c'est sympathique quoi. Faut pas non plus que ça soit trop précis, même s'il y en a. Il y en a, oui. Donc première réédition de plan, c'est la colonie Orochi. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Si vous tombez sur le chaos planaire, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. C'est génial, ce plan est parfait pour le deck en fait. On a ce côté à la fois, ça trigger sur chacune des créatures qui touchent, donc c'est super. Là, étant donné qu'on est dans un deck aggro, tribal, ça fonctionne très bien. Et ça nous permet de ramper encore plus, donc on est toujours content d'avoir du mana. Hein, et surtout, ça vide le reste de la bibliothèque. Oui. Et l'autre côté, ce petit côté, le chaos planaire empêche une créature d'être bloquée. On se rappelle qu'on a quand même un commandant qui ranime des créatures quand il touche. Du coup, ça assure une forme de réanimation quasi systématique. Donc, ouais. C'est ça, une fois par tour, tranquillement. Il est très bien ce plan-là. Ouais, là il est idéal pour ce deck en fait. Et, c'est difficile d'en demander plus quoi. Mais ça tombe bien parce qu'il y a le plan suivant. Et voilà. Sokenzan, qui est également sur le plan de Kamigawa. Et qui dit que toutes les créatures gagnent +1/+1 et la célérité. Et le chaos planaire, à chaque fois que du coup vous faites le chaos planaire, vous dégagez toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Si c'est une phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Alors là, ça peut être dangereux cependant, parce que c'est toutes les créatures qui ont +1/+1 et la célérité. Donc oui. Même les créatures avec des capacités, voilà, ça peut faire peur. Mais honnêtement, en règle générale, vous allez jamais vouloir en partir en fait. Là, c'est trop bien en fait. Ça booste tout votre board. Si votre commandant n'était pas encore lancé, lancez-le, il aura la célérité, il va faire son effet. Voilà, c'est puis une phase de combat supplémentaire. Donc il va peut-être faire 2 fois son effet. Non mais faut pas en bouger là. Hein. Plus la pioche des fausses à chaque fois, t'es là. Et oui, là c'est. Il se passe des choses. Bon. Puis bon, même les autres chevaliers qu'on a vus précédemment, hein, on a des effets très intéressants à l'attaque ou au contact. Hein, donc. Exactement. Le plan suivant, c'est la jungle de Truga. Tous les terrains ont, engagez-le, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Si vous tombez sur le chaos planaire, révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Oh, ça c'est un peu vanilla, je trouve. C'est le truc qui pourrait se retrouver dans quasiment tous les decks. Tricolore, surtout de ce cycle de deck. Donc, bon. Ouais, clairement, voilà, là, si vous êtes un deck justement monocolore, ça va vraiment pas vous intéresser, ça va plutôt avantager les tricolores, voire plus. Et encore, c'est un petit avantage. Normalement, on est censé être fixé en termes de mana avant le début de la game, quoi, justement. Ouais. Après, ce qui est un peu gênant aussi, c'est que comme c'est symétrique, ça veut dire que les adversaires également ont toutes leurs couleurs. Et du coup, voilà, s'ils ont des terrains dégagés, ça peut vite devenir le bordel. C'est ça. Disons que le joueur qui va déclencher le chaos planaire, il sera content. Oui. Ça fait toujours un petit plus. Et encore, oui. Là aussi, c'est un petit plus. Mais bon, pas très intéressant. Oui, c'est pas comme si t'as les tutos 3 terrains, quoi. Exactement. Bon. Ouais. Et enfin, on finit avec l'île de Turi, qui est sur le plan de Ir. Les sorts de créatures coûtent 2 de moins à lancer. Et le chaos planaire fait que vous révélez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, et vous mettez toutes les cartes de créatures révélées de cette manière dans votre main, et le reste dans votre cimetière. Alors, ouais, on prend en fait, hein. Bon, on n'est pas le seul à le prendre, hein, cependant, parce que voilà, encore une fois, ça peut avantager d'autres joueurs, mais nous, on est très contents de voir ça, justement, ça joue également avec les créatures, en fait. On a un deck tribal, on veut profiter de ça. Après, moi, ce qui me dérange presque, c'est que t'es obligé de mettre toutes les cartes de créatures révélées dans ta main, plutôt que de pouvoir dire mettez autant de cartes de créatures révélées de cette manière que vous le souhaitez dans votre main, voilà. Voilà, c'est dommage. Parce que du coup, ça aurait permis de les mettre au cimetière pour dire je les ranime après avec mon commandant dans ce deck. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, dans notre main, elles vont coûter 2 de moins à être lancées. Il y a moyen qu'on ait assez de mana en règle générale. Oui, ça sera efficace. Voilà. Bon, par contre, les créatures sur cette île-là, effectivement, on a du mal à comprendre pourquoi elles sont avantagées sur
des montagnes escarpées et une mer déchaînée, mais bon. Ouais, bon, pourquoi pas. Voilà. C'est le vent du Nord qui forge les Vikings, peut-être que c'est un rapport. C'est probablement ça, oui. On va faire un peu le bilan de tout ce deck, du coup, de la charge des chevaliers. Eh ben, il y a du bordel, hein. Il y a du bordel. Comment dire, tu veux commencer, Abel, ou je commence? Ouais, de toute façon, on est plutôt d'accord là-dessus, je pense. Je peux commencer si tu veux, mais vas-y. Je pense que ce qui ressort, c'est que vous l'avez vu de toute façon pendant la review, on a des cartes pour lesquelles on a beaucoup d'engouement, elles sont très bien, elles marchent super, que ce soit des rééditions ou des cartes exclusives. Mais à côté de ça, on a des créatures des cartes en fait où on se demande ce qu'elles font là. C'est pas exactement leur place, ou alors ça marche, mais vraiment on a mieux en fait quoi. Et en fait, on vous a parlé des cartes qui ressortent le plus. Mais le reste du deck, justement, est plutôt oubliable, en fait. Et la stratégie n'est pas exactement claire et vraiment soutenue. En fait, on a peut-être la sensation qu'il y a une forme de deck aggro qui veut se monter. Mais le souci, c'est que le support n'est pas intégralement là. Et il y a des parties du deck où on se dit, ouais, mais il y a un côté en même temps où on veut que nos créatures meurent, qu'elles soient ranimées, mais en fait ça devient finalement très incompatible parce que tout est représenté presque d'une manière équilibrée. Et c'est un peu le souci, c'est quand tu as une stratégie majeure et ensuite des stratégies secondaires à côté, dans un deck c'est faisable sans problème. Mais on peut pas avoir deux stratégies qui sont pas forcément ultra complémentaires, qui sont représentées de la même façon en fait, au même pourcentage dans le deck. C'est très bizarre. Et là, on est vraiment sur ce genre de deck, même si derrière, il y a quand même globalement une bonne synergie chevalier, on va pas se mentir. Il y a des idées qui sont ok, sans être non plus exceptionnelles. Moi, personnellement, ce qui m'a juste énervé, c'est qu'il y a des cartes qui sont vraiment pas bonnes, mais c'est là... heureusement, elles sont pas très nombreuses. Voilà, elles sont pas très nombreuses, mais il y a vraiment des cartes pas bonnes du tout. Et à la première occasion, moi, je les dégagerai du deck en question, pour éviter d'avoir à les jouer et me dire, ou alors de surtout pas avoir envie de les jouer et de me dire maintenant j'ai envie de faire mieux avec mon mana quoi, donc c'est un peu dommage. Ça peut faire des cartes à défausser tant que t'as pas amélioré le deck. C'est ça en effet, mais c'est dommage, mais moi je veux défausser les trucs que je vais ranimer bien sûr. Mais après ça reste effectivement, voilà, c'est un tribal sympathique avec un commandant que je trouve très bien fait en fait, en termes de design justement. Ça donne envie de le jouer, mais ça donne encore plus envie de vraiment le cadrer en fait quoi, justement, l'épurer un petit peu et s'amuser avec vraiment. Ouais, c'est ce qui donne, c'est l'envie que ça donne en effet. Quand on regarde le deck, on est là, il y a un potentiel, il y a quelque chose quoi, c'est bien. Mais après moi je suis bien convaincu par le commandant principal, je me dis ouais, il sait ce qu'il veut faire lui, il n'y a pas de problème. Mais le commandant secondaire, voilà, Elenda et Azor, non. Clairement pas. Tu en as pas parlé, mais il a un sacré flow. Oui. Carrément. Et petite note sur la base de mana, on n'en parle plus vraiment maintenant dans les vidéos d'analyse, simplement parce que c'est assez long. Mais on va faire juste une petite description courte. C'est pas terrible. Voilà. On est sur un tricolore qui contient quand même beaucoup de basiques. Il y a pas mal de bons terrains, mais malheureusement il y a beaucoup trop de terrains qui arrivent engagés ou qui sont pas suffisamment bons pour du tricolore en fait. Les terrains qui font de la color, excusez-moi, mais ils ont pas vraiment leur place dans ce deck. C'est un petit peu compliqué de les justifier. Tu veux plutôt avoir un impact très tôt dans la partie, et si tu commences à prendre du retard avec tes terrains engagés, malheureusement, ça va être un petit peu dur. Surtout que les chevaliers sont relativement peu chers. Dans ce deck, il y a beaucoup de cartes à 2 et à 3 en fait. Et à 3, ouais. Donc on n'a pas vraiment envie d'avoir les terrains qui arrivent en jeu engagé. Et en plus que ce soit parmi quasiment tous les terrains spéciaux du deck, quoi. Ça c'est vraiment... Aïe, ça fait mal. Donc bon. Voilà. On espère que ça vous aidera également à aborder un peu ce deck. Mais il y a des choses cool et il y a des choses un peu moins bien. Voilà. Et les plans sont globalement intéressants pour le deck, ils fonctionnent avec, il y a rien de... Il y a une vraie cohérence au niveau des plans qui accompagnent le deck. Donc voilà. C'est ça, si vous voulez jouer avec votre deck de plans pour accompagner le deck, vous pouvez vous contenter de ce qu'il y a en fait dans la boîte, concrètement ça fonctionne. Bon voilà, on espère que cette analyse du deck Charge des Chevaliers de l'Invasion des Machines vous aura plu. En tout cas, c'était sympa à regarder ensemble, voilà.
Et n'hésitez pas à donner également vos retours sur les decks, que vous avez déjà pu les tester. Bon, au moment où la vidéo sortira, normalement, c'est pas censé être le cas, ou alors il y a un gros problème. Si on n'est pas trop mauvais, on va y arriver. Hein. Oui, voilà. Du coup, vous pouvez quand même donner vos retours sur le deck en général, ce que vous appréciez ou pas dans le deck, etc. Et sinon, les 20 in, 20 out arriveront quand on aura analysé tous les decks, et du coup, il y aura également celui de ce deck. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Abel. Merci à toi, merci à vous. Et puis, à la prochaine et salut à tous. À bientôt.